L'histoire d'aujourd'hui m'a été demandée par une abonnée. Alors aujourd'hui, je vous raconte une histoire québécoise qui s'est passée il y a à peine 20 ans. C'est l'histoire de deux jeunes garçons qui ont été torturés par leur père sous l'œil de la DPJ. Alors, sans plus tarder, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux, café, verre à la main. Et lorsque vous êtes prêts, on est parti dans cette histoire tragique. Là, je vais vous avertir tout de suite, il y a certaines dates qui sont pas nécessairement les bonnes dates et je vous explique pourquoi. Mes recherches ont été faites effectivement sur Internet, mais aussi avec des interviews des deux jeunes garçons. Ils ne mentionnent pas les années. J'ai essayé de déduire les dates. Là, on va y aller en ordre chronologique. Il va rencontrer une jeune fille et très vite, cette jeune fille va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte à l'âge de 16 ans. Elle va mettre au monde un enfant, donc un garçon du nom de Patrick Gosselin qui va naître en 1987, qui va être suivi de très près de son jeune frère Guillaume Gosselin, qui lui sera né, je pense bien si mes calculs sont bons, en 1988. Dès la naissance de Guillaume, la famille va commencer à s'effriter peu à peu, alors que la mère de famille était persuadée que Paul était l'homme de sa vie. Eh bien, elle va vite se rendre compte que cet homme a des tendances assez agressives et assez violentes. Elle va commencer à subir de la violence conjugale au sein de sa famille. Puis Paul va devenir très agressif et très colérique, et ce, même avec ses propres enfants. Il va se mettre à dire qu'il n'aime pas ses enfants, qu'ils ne servent à rien. Donc, on voit que Patrick et Guillaume sont vraiment nés dans une famille très dysfonctionnelle et que dès leur plus jeune âge, ils ont entendu de la bouche de leur propre père qu'ils ne servent à rien, qu'ils sont inutiles, qu'ils n'iront jamais loin dans la vie. Parce que là, effectivement, dans une entrevue où Guillaume raconte son histoire, il s'est bien vite rendu compte que le problème dans le couple entre son père et sa mère était le fait que lorsque Patrick et Guillaume sont nés, Paul était très fâché parce que, à leur naissance, l'attention de leur mère n'était plus portée sur Paul, mais sur ses enfants. Donc, il y avait une certaine jalousie qui s'est créée et c'est pourquoi les enfants ont commencé à eux aussi subir une certaine violence. Par la suite, le couple aura un dernier enfant qui sera une fille. C'est en 1990 que l'histoire va vraiment débuter parce que la mère de famille s'est rendue compte qu'elle valait mieux que de vivre cet enfer-là avec cet homme. Donc, elle décide de quitter le foyer familial avec sa fille et promet à ses deux petits garçons de revenir les chercher plus tard lorsqu'elle serait installée ailleurs. Et c'est vraiment à partir du départ de la mère que le comportement de Paul va s'intensifier. Il va devenir de plus en plus agressif, de plus en plus violent. Il va se mettre littéralement à battre ses enfants. Il va les frapper notamment, comme Guillaume l'a mentionné, en dessous de leurs pieds parce que c'était un endroit qui ne se voit pas à l'œil nu. Et ça faisait que les enfants marchaient en difficulté. En effet, ils se faisaient battre par des bouts de bois, des bouts de métal. Paul va même décider de mettre un loquet à la porte du frigidaire pour que ses enfants ne puissent pas manger et ne puissent pas boire non plus.
Donc, on voit que tranquillement, là, les sévices vont commencer à devenir de pire en pire. Au départ, bon, les enfants se font frapper en dessous des pieds. Par la suite, il y a un loquet qui va être mis au frigidaire, mais aussi au garde-manger ainsi qu'au congélateur. Donc, il va commencer à assoiffer ses enfants, à les affamer également. Là, ce que Guillaume raconte dans une interview, c'est vraiment très déstabilisant parce que il dit que à un moment, lui et son frère avaient tellement soif que leur seule porte de sortie était de se rendre dans la salle de bain où l'armoire de la salle de bain était la seule armoire qui n'était pas barrée. Donc, ils ouvraient cette armoire-là et pouvaient boire du Listerine, pouvaient manger de la pâte à dents. Donc, c'était vraiment comme le seul endroit dans la maison où ils pouvaient mettre quelque chose dans leur bouche. Parce que le reste de la maison, y compris la cuisine, il n'y avait rien qui traînait sur les comptoirs. Tout était rangé dans l'armoire et ils ne pouvaient pas atteindre la nourriture de l'armoire. Puis, après le départ de sa femme, pour ne pas qu'elle soit en mesure de les retrouver, Paul va se mettre à déménager encore et encore. Il va tout d'abord déménager à Saint-Rédempteur, à Lévis, au Québec. Puis, il va déménager dans une maison assez banale. Mais dans cette maison-là, il y a une salle qui est située dans le sous-sol. Il va l'aménager, donc il va mettre une vieille base de lit toute rouillée en métal avec un tout petit matelas tout sale dessus. Pas de couverture, pas d'oreiller, pas de drap, rien pour se réchauffer. Il ne mettra jamais le chauffage dans cette salle-là et il va appeler la salle des punitions. Donc c'est vraiment là où il va enfermer ses enfants lorsqu'ils font le moindre mouvement qui déplaît à Paul. Ils vont respirer un peu trop fort et ils vont être enfermés dans cette chambre-là. Paul va même inventer un jeu assez lugubre. Vraiment, pour des enfants de 3-4 ans, c'est traumatisant. Ce jeu-là s'appelle le jeu du monstre. Donc, lorsque ces enfants font quelque chose qui ne lui plaît pas, il va les enfermer dans la chambre pour de très longues heures, parfois même toute une nuit complète. Il faut savoir qu'il fait très sombre dans cette chambre et que beaucoup d'enfants ont peur du noir. Donc ça aussi, c'est une autre forme de torture. Enfermer un enfant dans une salle froide, aucune chaleur, dans le noir complètement, c'est quelque chose qui déstabilise psychologiquement l'enfant. Et ils vont vivre ça justement toute leur enfance. Donc le jeu du monstre est assez banal, est assez simple en fait. Les enfants sont installés sur le genre de matelas tout sale. Puis Paul va fermer la porte, mais juste pour laisser un petit espace. Et il va s'en aller. Les enfants doivent rester couchés sur le matelas. Puis par la suite, Paul va revenir un coup que les enfants sont endormis. Il va les scruter. Il y a un masque de monstre sur la tête. Ça fait vraiment peur, pour vrai. J'imaginais la scène, ça doit être horrible. Ton père, il a un masque de monstre sur la tête. Et là, il entre dans la chambre avec un bâton de métal. Puis, pour réveiller ses enfants, il va se mettre à frapper les barreaux du lit, pour faire le plus de bruit possible. Et lorsque ces enfants ouvrent les yeux, la première image qu'ils ont, c'est un monstre dans la salle froide. Donc, en effet, ça fait extrêmement peur. Ça arrivait souvent qu'ils s'échappaient. Il n'y a pas de toilette dans cette chambre, donc ils urinaient et ils déféquaient. Et lorsque ça arrivait, leur père les forçait à se mettre le nez dedans ou encore à boire leur urine. C'est un peu ce que beaucoup de maîtres vont faire à leurs chiens pour les éduquer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Bon, on peut avoir cette image-là dans la tête lorsque Paul prend Guillaume ou encore Patrick et met leur nez dans leurs excréments ou encore dans leur urine. Et par la suite, Paul s'installait devant la porte et il scrutait ses enfants, encore avec le masque de monstre, pendant que ses enfants avaient extrêmement peur.
C'est en 1991 que Paul, Patrick et Guillaume vont encore redéménager, cette fois-ci à Beaumont, qui est situé à environ 20 minutes de Saint-Rédempteur. Il va acheter une petite ferme et il va devenir très actif au sein de l'église de Beaumont. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement dans les vidéos. Les agresseurs sont très proches de l'église, ils croient en Dieu et tout et tout. Et il va nettoyer en fait les calices, donc il va devenir comme un concierge de l'église. Les gens du village le décrivent comme assez gentil, il fait sa petite besogne et il n'y a pas grand chose à dire de cet homme-là, ni même de cette famille-là. Il va alors décider de se partir une ferme, donc de l'agriculture tout simplement. Il va faire travailler ses enfants dès le lever du soleil. Donc, vers 5 h du matin, il réveille ses enfants. Là, ses enfants sont âgés à peu près comme 6, 7, 8 ans, là, au début du primaire. Puis, il va vraiment les faire travailler très, très fort toute la journée. Et ils sont empêchés de manger les légumes ou encore les fruits de ce champ-là. Encore une fois, les gens du village vont remarquer qu'ils sont très, très maigres, mais c'est pas mes enfants, donc je me mêle pas de ce qui me regarde pas. Les seuls repas que les enfants avaient, c'était encore des fèves ou du navet bouilli. Les garçons se sont même mis à voler dans des magasins tellement ils avaient faim. Je sais pas s'ils se sont fait prendre, mais bref, peu importe. Ils se sont mis à voler tellement qu'ils avaient faim. Donc, on voit la gravité de la situation. Il faut savoir qu'ici, les hivers sont entre moins 20 et moins 40 degrés. Puis, ce que Paul aimait bien faire, c'était les enfants allaient se coucher, ils avaient leur matelas. Puis, Paul, il s'amusait à installer des couvertures sur les tables de chevet, bien pliées en 45 là, à carreaux, là, vraiment pliées parfaitement comme dans les magasins. Et il allait se coucher. La seule consigne, c'était que ses enfants n'avaient pas le droit de prendre les couvertures. Donc, ils dormaient sur des matelas en plein hiver, en petites shorts, en petits chandails, sans couverture, sans drap, sans rien. Il n'y avait qu'un petit oreiller et c'était tout. Et le lendemain matin, lorsque Paul revenait dans la chambre, si les couvertures étaient dépliées ou avaient été mal repliées, ben ça voulait dire que les enfants avaient utilisé ces couvertures-là pendant la nuit. Si les couvertures étaient encore bien installées, bien pliées, les enfants ne les avaient pas utilisées. Si les enfants les avaient utilisées, et ça, ben, ça arrivait, les enfants étaient battus très sévèrement. Ils étaient frappés avec une ceinture en métal, un bout de bois, un bout de métal, avec tout ce que Paul pouvait trouver. C'est en 1993, soit 2 ans plus tard, que la mère de Paul et de Guillaume va finalement retrouver l'adresse de Paul et elle va se rendre en cachette dans la ferme et elle va voir au travers de la fenêtre ces 2 enfants qui sont assis par terre et ils sont très très maigres. Ils sont pleins de bleu. Leur situation fait peine à voir et elle va décider d'appeler la DPJ anonymement. Une intervenante va donc contacter Paul pour lui annoncer sa visite, donc un rendez-vous. Et là, ce que je trouve très dommage dans ce genre de cas-là, c'est justement ça. La plupart, en fait, le 3/4 du temps, les intervenants de la DPJ vont contacter la famille où il y a eu une plainte pour négligence infantile pour céduler un rendez-vous. Et là, il faut se mettre dans la tête que, avec la logique, n'importe quel parent qui bat leurs enfants, qui frappent leurs enfants, qui sont négligents envers eux, bien, sachant que, mettons, on est lundi et que la rencontre, elle est mercredi. Ben, entre lundi et mercredi, on fait le ménage de la maison, on nettoie les vêtements, on peigne ses enfants, on coupe leurs cheveux, ou on s'en occupe pour que mercredi, ben, il soit présentable. Et ça, c'est quelque chose que je n'arrive juste pas à me rentrer dans la tête, c'est que quand on parle d'une plainte pour négligence, il faut se rendre au domicile sans avertir la famille. C'est vraiment là que tu vois l'état de la maison et dans lequel les enfants vivent. Tout simplement, dites-moi si vous êtes d'accord, moi je trouve ça très bizarre. Et s'il y a des intervenants de la DPJ qui m'écoutent, dites-moi si encore aujourd'hui, en 2022, c'est une règle que les intervenants doivent
encore prendre en considération, est-ce que vous êtes toujours obligé d'appeler avant de vous présenter ou vous pouvez vous présenter tout court sans avoir averti la famille? Et là, en attendant que le rendez-vous arrive avec l'intervenante, Guillaume raconte que ce que Paul faisait, c'était qu'il préparait une tonne de questions et il fallait que les enfants répondent. Donc, Paul, en fait, disait aux enfants quoi répondre si la DPJ posait telle ou telle question. Donc, ça préparait vraiment les enfants à répondre aux questions. Il pouvait ainsi justement les préparer et tout. Et là, ben, l'intervenante a fini par venir chez la famille et elle va poser des questions aux enfants, mais les enfants connaissent déjà toutes les réponses puisque Paul, leur père, ben, leur a dit quoi répondre tout simplement. Donc, pourquoi tu as ce bleu-là? Ah, je suis tombée à vélo. Pourquoi tu as cette échymose-là? Ah, je suis tombée dans les escaliers. Pourquoi tu es maigre? Ah, ben, je suis quelqu'un qui mange pas beaucoup. Mon papa s'occupe très bien de moi. Tout va bien. Donc, c'est vraiment des réponses que Paul avait préparées d'avance. Et là, à partir de là, ben, l'intervenante ne déposera pas d'autres plaintes contre Paul parce que les enfants ont l'air bien. Et là, ben, un nouveau sévice va arriver. Paul va prendre l'habitude de remplir le bain d'eau chaude ou d'eau glacée et de plonger la tête de ses enfants dedans. Donc, la tête de Patrick et de Guillaume dans ben, le bain. Ça simule une noyade tout simplement. Donc, ben, ça fait en sorte que l'enfant a très très peur et par la suite peut développer beaucoup de problèmes, notamment la peur de l'eau. Et là, ben, un autre classique qui va arriver, Paul va décider d'acheter un lapin à ses enfants. Et là, pendant quelques jours, il y a une relation entre les enfants et le lapin qui va se faire. Ils vont vraiment être très contents d'avoir ce lapin. Ils vont le flatter, ils vont le nourrir, ils vont jouer avec, tout ça, tout ça. Et à un moment, ben, Paul va décider de prendre le lapin et de l'ouvrir en deux, devant ses enfants. Par la suite, Paul va faire bouillir le lapin et va le donner à manger à Patrick et à Guillaume. Et là, encore une fois, on upgrade de torture. Les enfants vont commencer à subir des abus sexuels, notamment lorsque Paul est sous. Il va leur demander de faire des fellations obligatoires, de la masturbation obligatoire, ainsi que de la sodomie. Donc là, les enfants sont encore très jeunes. Ils ont, comme je vous l'ai dit tantôt, 5, 6 ans, 7 ans. Ils subissent déjà tout ça à leur âge, donc imaginez les répercussions psychologiques, sociales. Et là, encore une fois, on a un autre upgrade de torture. Les enfants vont vivre un retrait social assez spécial. Avant que les enfants partent pour l'école, Paul va prendre l'habitude d'uriner sur ses enfants pour que leurs vêtements sentent l'urine et que personne ne veuille s'approcher d'eux. Donc, lorsqu'ils vont aller à l'école, ils vont tellement sentir l'urine qu'ils n'auront pas d'amis, tout simplement. Donc, c'est une autre forme de retrait social. Ne pas avoir d'amis à l'école, c'est très, très dur pour la santé mentale d'un enfant. En 1993, soit encore la même année, une autre plainte va être portée à la DPJ contre Paul Gosselin pour négligence infantile. Et encore une fois, Paul va avoir le temps de préparer ses enfants pour les questions. Et lorsque l'intervenant va arriver à la maison, eh bien, les enfants vont connaître toutes les réponses. Et encore une fois, eh bien, ils vont passer sous le radar de la DPJ. Un an plus tard, soit en 1994, Paul va se faire une conjointe. Et c'est la famille de cette conjointe qui vont encore une fois, porter plainte à la DPJ pour négligence infantile. En effet, la conjointe de Paul remarque beaucoup de choses. Là. Elle est vraiment entrée dans le cocon de la famille. Elle remarque que les enfants sont très maigres, ils sont sous-alimentés, ils ont faim, ils ont soif, ils ont plein de bleus, ils sont sales, leurs vêtements sentent l'urine, bon, etc. Donc, la famille va contacter la DPJ pour porter plainte. Et cette fois-ci, la plainte va être retenue. Là que les enfants vont être sortis de la famille, en fait du foyer, et ils vont être confiés à des familles d'adoption. Et il y a un enquêteur qui va venir voir Guillaume. Bon, c'est ce que Guillaume raconte dans une interview qu'il a faite à TVA Nouvelles lorsqu'il a décidé de mettre à jour son histoire pour sensibiliser le Québec avec les négligences infantiles ainsi que les abus sur les enfants. Donc, il raconte qu'il a été vu par un policier, par un enquêteur, et l'enquêteur lui posait des questions, et tu sais, il avait comme 6 ans, 7 ans,
et il répondait du mieux qu'il pouvait. Il croyait vraiment que les abus sexuels qu'il vivait étaient tout à fait normaux et il l'a vraiment mentionné à l'enquêteur comme si c'était normal. Donc oui, mon papa me dit de toucher son pénis. Il me frappe en dessous des pieds ou « Oh, mon papa, il m'enferme dans la chambre et je dois rester là toute la nuit, j'ai froid, il y a un monstre qui vient me voir et il me frappe et tout. » Donc, il raconte vraiment tout ça. Tu sais, on sait que Guillaume, c'est le plus jeune. Il est plus jeune que Patrick. Donc, il raconte vraiment comme tout ça comme si c'était normal. Il est habitué de vivre là-dedans. Il a grandi là-dedans, tout simplement. Le 18 février 1995 que Paul va être finalement arrêté et 92 chefs d'accusation vont être contre lui, mais il va plaider non coupable. Donc les chefs d'accusation vont englober voies de fait simple, voies de fait avec lésion, menaces, agression sexuelle, tentative de meurtre, et là j'en passe beaucoup. 3 avril 1995, l'enquête préliminaire va débuter. Paul va demander une caution, mais cette caution-là va lui être refusée tout simplement. Donc, il doit rester en prison jusqu'à ce que son procès s'ouvre. Le 27 octobre 1996, que le début du procès va enfin arriver, Paul va plaider coupable, étrangement, aux chefs d'accusation qui sont portés contre lui. Et là, il y a d'autres chefs qui se sont ajoutés. Donc, on a négligence corporelle causant des lésions, on a voies de fait armées, on a séquestration ainsi que menaces de mort qui sont ajoutées aux 92 chefs d'accusation du début. Le 24 janvier 1997, que Paul va être accusé, mais aussi reconnu coupable de négligence criminelle ainsi que les 92 chefs d'accusation qui étaient contre lui. Il va donc écoper de 22 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Une plainte sera déposée au bureau de la DPJ pour manquement à leur travail avec plusieurs millions de dollars en dédommagement. Mais une entente sera faite à l'amiable et les deux garçons auront finalement une toute petite somme d'argent. On sait grâce à l'entrevue que Guillaume a fait, sa mère s'en est énormément voulu. Donc, s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un enfant de cette famille ou encore Patrick ou Guillaume vont tomber sur cette vidéo. Ils risquent de regarder la vidéo et peut-être de regarder les commentaires. Donc, vraiment, quand on n'est pas dans l'histoire, on ne peut pas se permettre de juger les actes des personnes proches de la famille ou encore de l'histoire criminelle qui englobe une telle personne. Donc, c'est facile de juger lorsqu'on est à l'extérieur, mais lorsqu'on est dedans, il faut quand même prendre tout en considération. Donc, soyez gentils dans les commentaires, s'il vous plaît. De toute façon, ça vaut pas vraiment la peine de partir un débat là, sur le comportement de la mère ou quoi que ce soit. Elle a fait du mieux qu'elle le pouvait. C'est ce que Guillaume raconte. Puis, elle se sentait tellement mal. Elle avait tellement... Et là, je parle au passé parce que elle avait tellement le mal de vivre de cette histoire-là. Le 23 juillet 2006, la mère de Guillaume et de Patrick s'enlève finalement la vie en se tranchant la jugulaire. Donc, elle a vraiment souffert, elle aussi, de cette histoire. Elle a vraiment cherché ses enfants au travers de toutes ces années. Mais à chaque fois, Paul était déjà parti ou... C'est quand même assez compliqué comme histoire, donc c'est ça. Soyez gentils dans les commentaires, s'il vous plaît. Et voilà, donc c'est vraiment ce qui va terminer cette triste vidéo. Aujourd'hui, Patrick a écrit une autobiographie, en fait, sur son histoire. Je vais mettre le lien, je crois que il se base sur Amazon. Donc, je vais mettre le lien dans la barre d'informations. Donc, si vous voulez avoir plus de détails peut-être ou encore avoir le regard de Patrick, parce que là, aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'est le regard de Guillaume. Donc, peut-être si vous voulez avoir le regard de Patrick, ben, vous pouvez acheter son roman, son livre, son autobiographie. Vous allez sûrement avoir plus de détails encore. Et voilà. Donc, encore un petit message de fin de vidéo. Si jamais vous voyez des enfants de votre entourage qui n'ont pas l'air bien, qui ont l'air de souffrir, qui ont l'air d'être affamés, d'être assoiffés, qui ne sont jamais dehors, qui sont bizarres, tout simplement, il y a peut-être qu'un appel à la DPJ peut sauver leur vie. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Si jamais vous avez des idées
de sujet, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Si vous aussi, vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'écrire encore une fois sur Instagram ou encore sur Facebook. Tout le monde a une histoire à raconter. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et on se retrouve pour un prochain sujet. D'ici là, prenez soin de vous et de tous ceux qui vous entourent. Bisous et ciao ciao!